Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à cette table ronde sur la littérature LGBTQ+, et la diversité sexuelle et de genre dans la littérature. Je suis très heureux, je remercie d'ailleurs infiniment Geneviève Leblanc de m'avoir donné l'opportunité d'animer cette table ronde. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être avec des autrices et des auteurs de talent que je vais présenter brièvement d'abord. Alors, Marie Darcini, qui a publié, entre autres, bon, des textes dans des fanzines, dans des revues, mais aussi Filles, son recueil donc aux éditions de l'Éclou, recueil de poèmes, et plus récemment aussi son livre 30 au remue-ménage. Également Sylvie Bérard. Donc, Sylvie Bérard, j'essaie de la retrouver, donc oui, dans le fil. Donc, Sylvie, qui aussi professeure à l'université, qui a publié notamment de la science-fiction, entre autres aux éditions À lire, mais aussi de la poésie, donc plus récemment, qui a fait paraître À croire que j'aime les failles, à prise de parole. Alors, merci d'être là. Donc, Sylvie, merci également à Marie. David Ménard aussi qui se joint à cette aventure aujourd'hui. Alors, merci David également d'être là. Donc, il a publié également beaucoup aux éditions de l'Interligne, donc œuvres narratives, poétiques. Son plus récent titre, à moins que je ne m'abuse, donc il est Poupée de rouille, donc il a connu une très belle visibilité. Et on accueille aussi José Claire. José Claire également poète, justement, donc de la région de Gatineau-Hall, qui publie aussi beaucoup à l'Interligne, donc œuvres narratives, prose poétique et poésie. Son plus récent livre, Morte jusqu'au sang dans le rouge à lèvres, donc qui est paru l'automne dernier à l'Interligne. Alors aujourd'hui, en fait, ce que je proposerais, c'est justement des questions plus générales sur les parcours, en fait, les démarches d'écriture des autrices, des auteurs invités. Euh, donc, des discussions que je voudrais en fait assez informel. Donc, on va interagir en fait et bien sûr, les personnes qui le désireront aussi, donc de l'assistance de l'auditoire pourront poser des questions aussi à leur tour. J'ai envie de lancer le bal et là, bien évidemment, José, David, Marie, Sylvie, sentez-vous à l'aise d'intervenir au moment que vous le désirez. Donc, je vous laisse entièrement la parole. J'ai envie de lancer un peu cette table ronde en vous demandant d'entrée de jeu, quelle place vous accordez justement à la représentation de la diversité sexuelle dans vos œuvres? Est-ce que c'est mis à l'avant-plan d'une façon ou d'une autre? Peut-être plus en filigrane? Est-ce que c'est un questionnement qui est vraiment au cœur de votre démarche d'écriture? Pour moi, Voilà. pour moi, c'est le jeu majuscule. Ce Oui, jeu-là que j'ai couru après pour l'attraper à ma perte ou non. Parce que dès le départ, pouvoir s'identifier comme un gars, c'était déjà force de chose. Ce n'était pas évident. Et puis après, s'attribuer une orientation sexuelle que je considère pour moi pansexuelle, c'est un autre jeu. Alors, LGBTQ+, j'ai été toutes les lettres une après l'autre et même en double, quelle que soit l'étape de ma vie. Alors pour moi, c'est être au monde dans l'écriture d'un jeu qui est homme, en passant par la transition trans, justement, et un jeu qui est homosexuel. merci justement, José, pour cette réponse, justement, où on sent que c'est tout à fait donc incarné, c'est-à-dire que c'est au cœur même de ton écriture, puis même de ton existence. Il y avait un réel besoin de nommer justement cette transition, de nommer ce corps, justement, le passage, justement, d'un corps donc de femme à homme, justement nommer le processus. Mais je me demandais, est-ce que c'est aussi frontal? Est-ce que c'est aussi au cas donc des autres, par exemple Sylvie ou Marie? Ben, si je peux passer m'exprimer maintenant. Oui, Ben, oui. moi, c'est là depuis, oui, je peux, hein? Ben, c'est vraiment là depuis les tout débuts Oui, dans l'écriture. Ben, j'allais dire depuis les tout débuts, mais pas les tout débuts, parce qu'à un moment donné, oui. je reproduisais, mon premier roman est horrible, je reproduisais comment dirais-je, de modèles dont je voudrais plus maintenant, là. Ben, je dis, il est horrible, il est important, mais bon, il est dans mon tiroir. Mais non, vraiment, depuis les presque débuts,
il y a toujours eu cette préoccupation-là. Puis on dirait même que j'ai vécu j'ai essayé les identités par écrit avant vraiment de les intégrer. Elles étaient là à l'intérieur de moi, mais on dirait que elles étaient encore plus présentes dans mon écriture. Et puis ensuite, ma vie rattrapait mon écriture. C'est assez particulier. Je dois être une théoricienne de ce point de vue-là. On dirait qu'il faut que je théorise avant avant de passer à la pratique. Mais oui, c'est très important. Et même dans les textes les plus où il ne semble pas y avoir de préoccupation pour pour les diversités sexuelles, les identités non-binaires et tout ça, moi, je sais, je le vois, c'est là, c'est toujours présent. Donc, que ce soit, disons, à l'avant-plan ou même en filigrane, c'est toujours là. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, en fait, dans ce que vous dites aussi, c'est cette idée que, justement, au début, peut-être c'était moins là, mais à force d'écrire, justement, donc il y a certaines influences, vous avez mentionné, bon, le premier roman qui est dans les tiroirs, des influences que c'est toujours un peu ça aussi quand on commence à écrire. Il y a certaines influences dont on se débarrasse en quelque sorte, ou du moins sont davantage intégrées dans la démarche, dans l'écriture, et ça s'est affiné, ça s'est affirmé aussi davantage. Oui, Ouais, bien, ben c'est ça. Oui, oui. c'est ça le problème avec Zoom, de ne pas parler tout en même temps, là. Non, mais j'allais juste dire que, dans le fond, moi, c'est sûr que par aussi le genre littéraire qu'on développe, ça peut avoir un... Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, j'écris au jeu, puis, tu sais, Oui. j'écris des trucs tirés de moi, de ma vie. Fait que c'est sûr que peut-être qu'un jour, j'aurai un désir d'écrire de la grosse fiction, là, puis des affaires de fantasy, puis de genre de dragon, je pense pas. C'est pas vraiment mon genre. Mais comme, tu sais, c'est ça. Moi, c'est sûr que ça va toujours partir de moi. Donc, mon identité de genre puis mon orientation sexuelle va toujours être au cœur de mes livres qui sont toujours une forme de témoignage, tu sais. Et déjà, on le voit très bien avec Fille, justement, cette dimension-là, justement, sexuelle est intégrée, le lesbianisme est là, mais c'est tellement aussi intégré que ça devient, c'est en soi, c'est naturel, donc c'est pas non plus, comment je pourrais dire, quelque chose aussi qui est tellement... il n'y a pas des drapeaux autour, c'est pas non plus là, mis trop en évidence, c'est intégré, c'est naturel, ça fait partie vraiment de ton écriture. Ce que je vois aussi avec toi et Josée, la ressemblance, c'est justement cette mise en évidence d'un jeu, donc une écriture autofictionnelle, assumée. Je me demandais, pour Sylvie et David, est-ce que cette écriture-là, autofictionnelle, est-ce que c'est les mêmes enjeux? Est-ce qu'il y a une dimension, l'intime, est-ce que l'impudence, c'est là aussi chez vous, différemment? Peut-être d'oser? Moi, personnellement, je me suis jamais réveillé un matin et dire je vais écrire sur la représentation des gens. C'est venu vraiment de façon naturelle. Je crois que pour bien écrire, on doit écrire sur un sujet qu'on maîtrise bien, qu'on connaît bien, qu'on a vécu. Et pour moi, parler de l'orientation sexuelle, en fait, c'est venu juste de façon naturelle parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'ai vécu. Je ne connais pas autre chose que ma réalité à moi. Et ça s'est imposé, ben ça s'est imposé. Je crois que c'est venu de façon naturelle. Et pour moi, c'est pas toujours le je qui parle. J'ai des œuvres qui sont écrites à la troisième personne. Même dans le premier, j'ai la première personne du pluriel, le nous, qui est très présent. Donc, j'ai varié un peu la sauce à cet égard-là. Mais je crois que, je ne sais pas si j'ai une pudeur, mais je crois que c'est juste, ça fallait que ça aille de soi, fallait que ce soit naturel et je suis allé dans cette voie-là parce que j'en connaissais pas d'autres. Oui, donc partir de soi, de ce qu'on connaît pour écrire. En effet, je pense que quand on écrit, veut pas, il y a toujours une part de soi, mais on va vers ce qu'on connaît davantage, absolument. Pour moi, ça a été le contraire, ouais. si je peux t'interrompre, parce que je ne pouvais pas, j'ai écrit par procuration. Je ne pouvais pas vivre mes histoires d'amour au masculin. Je n'avais pas le corps pour ça. Alors, l'écriture était vraiment la bouée de sauvetage ou la respiration pour justement vivre quelque chose que je ne pouvais pas me permettre ou que physiquement, je ne pouvais pas vivre. Bien, on pourrait dire à ce moment-là, pour toi, Josée, l'écriture, c'était pour faire advenir finalement presque un corps ou une identité. Est-ce que pour les autres, justement, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire de
écrire pour faire advenir justement des possibilités relationnelles, amoureuses. Donc, en tout cas, de ce que je sens, de ce que tu dis, José, donc il y a cette dimension-là. Est-ce que chez les autres, justement, donc David, Marie, Sylvie, est-ce que pour vous, écrire aussi, c'est non seulement, oui, partir d'un vécu, mais aussi faire advenir quelque chose? Et en même temps, je vais en profiter pour saluer le chat de David. Moi, en fait, l'écriture a été une façon d'être mes multiples moi aussi. Et je me refais toujours le coup. J'ai toujours l'impression d'écrire quelque chose de différent et je me rends compte, ah non, j'ai encore fait ça en même temps, là, mais que ce soit dans la science-fiction et la poésie ou dans la prose qui n'est pas de la science-fiction, il me semble que j'ai toujours envie d'être l'autre aussi, de me pousser à être dans mon premier roman de science-fiction, mes personnages se transféraient leurs pensées dans des extraterrestres, par exemple. Dans mon deuxième livre de science-fiction, c'est des personnages qui se dédoublent et qui peuvent aussi devenir l'autre d'un autre genre ou de plusieurs genres. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire je vais pas faire de science-fiction. Eh bien, je fais un roman qui n'est pas un roman de science-fiction. Et je fais finalement deux personnages qui sont le même d'un à l'autre. Alors, et dans mes recueils de poésie, j'ai aussi ces recueils à deux voix aussi. Alors, je pense que pour moi, en tout cas, l'écriture, c'est vraiment une chance de ne pas toujours être la même personne chaque jour aussi. Ça me donne cette liberté-là. Donc, de prendre des rôles, ou en tout cas d'aller explorer des facettes de la personnalité, de sa persona, C'est ça, qu'on ne ferait pas pas des autrement. rôles, vraiment des facettes. Si je peux poursuivre dans cette veine-là, avec le projet de l'autre ciel, moi, j'ai vraiment voulu, en fait, je me suis posé comme question, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'une personne pourrait être prête à faire pour devenir ou atteindre la meilleure version d'elle-même. Et moi, ça me parlait beaucoup parce que même si je n'ai pas la prétention du tout d'être un expert dans la question trans, mais je crois que le fait de vouloir être la meilleure version de soi-même, de vouloir tout ce qui est la soif de renouveau, de renaissance, de transformation pour vraiment être ce qu'on a de mieux à offrir. Je crois que ça parle à n'importe qui. Donc, moi, avec le projet de l'autre ciel, c'est surtout dans cette voie-là que je suis allé. Et je crois que c'était un peu ma façon de célébrer ma différence et de tendre la main à ceux qui veulent faire un voyage au bout de l'altérité. Ben, en fait, là, j'ai envie de ce que vous me dites, puis je trouve ça très intéressant. Tout à l'heure, bon, José qui parlait justement de l'idée de faire advenir finalement une identité, en tout cas pouvoir vivre enfin avec soi, parce que finalement, pendant un bon bout de temps, donc José n'a pas vécu, disons, en harmonie, disons, avec soi-même, avec son corps. Marie, donc, qui revendique vraiment une écriture très personnel, donc autofictionnel. Je ne pense pas non plus trop me tromper en disant qu'il y a vraiment un vécu autobiographique qui est transfiguré, galvanisé par une écriture, que ce soit dans Filles, dans 30. Et je vois aussi qu'il y a en quelque sorte cette dimension-là aussi chez vous deux, en fait, David et Sylvie, mais qu'aussi vous vous autorisez vraiment à explorer des zones, disons, soit de votre personnalité ou vraiment de camper certains rôles comme tu l'as fait justement avec ton livre, L'autre ciel, David, où là, tu t'intéresses justement à la question trans. J'ai envie de vous poser la question suivante, qui n'est pas une colle, rassurez-vous, mais je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que justement, dans l'écriture de la diversité sexuelle, est-ce que nécessairement, il faut partir de soi ou est-ce qu'on peut, disons, je dirais pas non parler au nom de ça, ça serait absolument maladroit, mais justement, parler peut-être d'identités qui ne correspondent pas à notre propre identité ou à notre propre désir. Est-ce que jusqu'où on peut aller justement on pourrait dire dans la fiction, dans le travail autre qui n'est pas lié justement au biographique? C'est un peu une colle. Biographique. Non, mais... Moi, Marie?
J'ai dit que c'était un peu une colle, mais dans le sens que, Oui, ben, peut-être finalement, oui. c'est juste que, ben, c'est ça, je pense que ça, c'est propre à chacun, mais tu sais, pour Oui. moi, je le ferais pas. Mm. Je déclinerais pas mon expérience pour plusieurs raisons. Ben, premièrement, je dis toujours, j'ai tellement de matériel à partir de moi que bon, je vais continuer à creuser ça, tu sais. Euh, Puis, tu sais, c'est ça. D'ailleurs, un spin sur qu'est-ce que les autres disaient tantôt sur, tu sais, s'imaginer, se projeter ou des facettes. Oui, Moi, c'est plus, dans le fond, via le passé. Je suis plus du genre à aller creuser mon passé, ce qui puis, tu sais, vouloir comprendre pourquoi les choses ont été comme elles ont été, parce que ça n'a pas vraiment été facile non plus pour moi. Fait que, tu sais, en faisant ça, c'est sûr que le pendant de ça, c'est se pencher sur comment ça aurait pu être. Puis donc, oui. c'est Puis en ça. même temps, essayer de se comprendre aujourd'hui à l'aune en fait, des choix qu'on a faits, de ce qu'on a vécu. Oui, Ouais, c'est ça. Puis ouais, c'est pour ça que pour moi aussi, ben, j'irais pas nécessairement explorer d'autres identités, mais tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Pour moi, ça relèverait un peu de la fiction. oui. Je suis pas rendue là, je sais pas. Ben, je veux dire, en même temps, t'en es là dans ta démarche, on ne sait pas, C'est ça ça. peut changer, mais évidemment, ma question, je ne veux pas non plus qu'il y ait de malaise, je ne veux pas qu'elle soit piégeante, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu sais, certains sont beaucoup plus près, on pourrait dire, d'un pacte autobiographique, là, à la Philippe Lejeune, en tout cas un pacte de vérité très, très fort. Je sens qu'avec tu sais, Marie, Josée, c'est là. Ce pacte-là est là aussi, par exemple, chez David et Sylvie, mais tu sais, Moyen. on sent aussi que vous vous permettez aussi d'aller vers la fiction lorsque ça vous tente ou lorsque le projet l'appelle aussi. J'ai quand même écrit 3 romans. Et dans ces romans-là, j'avais la palette des orientations sexuelles de tous mes personnages. Ça allait de la pédophilie au lesbianisme, à la transsexualité. Alors, je pense que quand on écrit un roman, on laisse le jeu de côté, bien que j'écris au jeu Hum, quand même mes romans, mais j'ai vraiment le spectre de tous les personnages. Je suis le metteur en scène de tous ces gens-là et oui, je me glisse dans leur peau en sachant bien sûr ce que c'est d'être une fille, d'être une lesbienne, d'être un gars, mais oui. pourquoi pas un cisgenre? Pourquoi pas? On en côtoie. Et il y a des gens qui sont cisgenres, qui ont passé leur vie à écrire des romans hétéros et qui mettaient aussi d'autres personnages. Oui. Voilà, je pense que c'est une palette qu'il faut explorer. Oui, tout à fait. Tout part, je pense qu'en fait, non, il y a des romanciers, oui, hétéros, c'est des gens qui ont mis en scène, disons, des personnages de la diversité sexuelle. Tout dépend évidemment du regard qu'on projette, du projet de départ, évidemment, et je pense que ça se sent aussi à la lecture. L'auteur, l'autrice qui a voulu, disons, plugger, si vous me permettez Ouais. l'expression, un personnage LGBTQ+, pour faire joli ou pour essayer d'aller chercher une part du marché, je pense que ça se perçoit aussi. Si c'est une démarche vraiment incarnée, authentique, où là, il y a vraiment un parti pris, il y a une forme de, je dirais pas de compassion, mais de sollicitude, ça va transparaître aussi, Mhm. absolument. Je ne sais pas si d'autres, donc Sylvie ou David voulaient réagir, ou Ben, Marie aussi, je évidemment. voudrais répondre à partir de la question de l'autobiographie ou de l'autofiction parce que j'ai fait ce passage-là, mais c'est pas vraiment un passage, en fait. C'est juste un autre mode narratif. Mais Oui, c'est vrai comme Josie a dit dès le début, c'est un gros jeu majuscule. De toute façon, oui, il est toujours là, le jeu majuscule. Mais quand j'ai publié une sorte de nitessence langoureuse, ça, c'est vraiment de l'autofiction à plein. C'est de l'autofiction. C'est de la métafiction, mais c'est de l'autofiction. C'est vraiment inspiré d'éléments autobiographiques, mais c'est ça, c'est de l'autofiction finalement, c'est la définition même. Mais ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là, puis aussi avec le recueil de poésie qui est sorti en même temps, c'est que quand j'avais des entrevues, par exemple, j'avais des questions complètement différentes. On me posait des questions, on s'adressait à mon jeu soudain. Alors que quand je publiais des romans de science-fiction, on avait l'air de penser que c'était entièrement hors de moi. ah oui, Alors que pour moi, tout est là dès le oui, début, même quand c'est de la science-fiction. oui, Donc, ce sont toutes, comme je disais, ce sont toutes mes identités. Puis pour répondre à ta question au sujet
Est-ce qu'on peut se permettre de représenter des identités qui ne sont pas les nôtres? Ben, à un moment donné, on veut faire aussi, moi j'ai envie en tout cas de faire des textes qui parlent du monde aussi, qui parlent de Oui, mon monde, mais du monde, et le monde est divers aussi. oui, C'est sûr que j'ai absolument. pas la prétention de savoir complètement Non. comment ça se passe dans la tête d'un homme cisgenre, par exemple. Mais je peux le mettre en fiction. Ben oui. C'est Je pas bien ben peux... difficile, c'est Ouais. partout. Oui. Mais c'est ça, mais il y a aussi Oui, la mais qu'est-ce qui se différence, passe là. dans la tête? C'est un peu la tâche aveugle, un peu de, on pourrait dire, de la diversité sexuelle, justement, disons, le point Mais de vue dominant, là, tu sais. c'est ça, il y a une différence entre s'approprier une identité d'une personne qui fait partie d'une minorité, puis tu sais, comme prendre juste une autre identité qui est d'une partie dominante de la société qu'on observe à tous les jours, puis que, tu sais, comme... Puis Oui, encore là, absolument. tu sais, c'est ça, c'est... Je trouve qu'il faut quand en tout cas, moi je pense pas le faire un jour, honnêtement. Plus j'en entends parler, plus je suis comme non, sérieux, moi j'ai envie de parler de ce que je connais. Puis il y en a en masse des livres sur les hommes cis hétéros. Là. Moi, ça me donne pas d'en rajouter, mais comme. Mais tu sais, l'idée, c'est qu'en effet, je pense que la littérature, on peut la définir, l'écriture, de bien des façons, une forme de laboratoire où on explore, là, justement, donc qu'on ait des zones de liberté. C'est ça aussi, là, la littérature, l'écriture, c'est un appel d'air, une soupape, justement, de liberté. Donc, si on a envie d'aller vers d'autres identités, qu'on connaît moins, qui correspondent moins à ce qu'on est, oui, mais en effet, je pense que là où ça peut, disons, déborder, où il faut peut-être garder en tête, c'est s'approprier une identité qui est déjà dominée, qui vit différentes formes de marginalisation, même d'intersectionnalité dans la société. Ben là, si on s'approprie ce point de vue-là, là, ça peut être, disons, d'un point de vue éthique, c'est là qu'on peut parler d'appropriation, certainement. Oui. Pour, Euh, pour juste David? ouais, faire suite à ce que disait Sylvie un peu plus tôt, moi Oui, aussi, je me mets en différents modes. Donc, je me donne des libertés oui, moi, je suis plutôt dans l'autofiction que dans l'autobiographie, puisque je crois que c'est important de faire la distinction entre les deux, là. oui, Oui, je est un autre, mais je est partiellement un autre. Donc, oui, il y a des points de départ. Les points de départ sont souvent les miens. Je parle d'une réalité que je connais ou que des gens de mon entourage ont connu, mais pour moi, je est partiellement un autre et je brode autour, oui, j'étoffe, j'embellis, je change beaucoup de choses, comme dans le cas de Neuvaine, où les gens me posaient souvent la question, mais comment est-ce que tu as vécu ça, cette rupture-là? Je disais, oui, mais c'est pas tant une rupture que j'ai vécue, ou c'est plutôt des ruptures ou des choses que j'ai entendues, que j'ai décidé de mettre ensemble pour que ce soit beau, pour offrir de la beauté aux gens qui vivent un deuil. Donc, ouais, moi, je suis plus dans je n'ai pas nécessairement moi. oui. Non, en fait, je comprends tout à fait. C'est un peu, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de partir, oui, d'un point de vue, disons, authentique, mais là, c'est-à-dire autobiographique, vécu, c'est-à-dire avéré, mais là, ensuite, justement, la dimension autofictionnelle qui embarque en ligne de compte, c'est-à-dire que tu permets d'aller vers des zones peut-être inexplorées, non vécues, comme tu dis, donc embellir ou délaisser aussi. Je veux dire, c'est aussi le travail de la mémoire. On oublie, parfois, Oui, on peut aussi omettre certaines choses on aussi. fait Donc, des c'est choix. Ouais. jouer. Donc, c'est le propre aussi de l'autofiction, c'est la frontière entre vérité et fiction, tout à fait. Peut-être envie, donc, d'aller, disons, en quelque sorte sur un autre terrain. On est en 2020. On voit quand même de plus en plus d'œuvres LGBTQ+, donc qui paraissent quand même, que ce soit diverses maisons d'édition, en Ontario francophone aussi. Donc, David, Sylvie, José Claire, justement, vous en, vous en êtes même des représentants, des représentantes, en quelque sorte, de cette écriture, justement, nouvelle. Au Québec, on peut penser à la collection Queer de Triptyque, donc on voit même des instances éditoriales consacrées, justement, à cette littérature. Est-ce que, selon vous, justement, diversité sexuelle en 2020, en littérature, je parle littérature, on pourrait élargir le débat à la société en général, mais ça nous amènerait vers peut-être d'autres directions. En littérature, est-ce que c'est encore tabou? Est-ce qu'il y a encore
des zones où il ne faut pas aller, ou en quelque sorte, ou des zones où on va et qu'on sent qu'on défonce des portes ou que ça, ça peut causer, disons, des problèmes de réception, que c'est plus ou moins bien accueilli. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que, selon vous, il y a encore des tabous? Est-ce qu'il y a une certaine frilosité de la part du public? Moi, me sentant baquée par ma maison d'édition, je me suis dit, eux, ils savent jusqu'où je peux aller trop loin. Puis je suis allée très loin dans le cassage de tabous et d'érotisme, ou même de la porno à la limite. Donc, si eux, ça passe, parce qu'ils savent qu'ils pourraient avoir des procès ou des choses comme ça, j'y vais. Mais OK. je le vis aussi sur scène parce que je fais beaucoup de slam Oui, et mes mots sont très crus sur scène, oui, sont très à vif. Et là, moi, il y a un certain jeu avec le public, c'est que j'ai envie qu'il tombe sur le cul et qu'il se réveille un peu, qu'il voit que la réalité, c'est pas juste hétéro, bédaine, 50 ans, blanc. C'est autre chose aussi. Alors, j'essaie de leur ouvrir les yeux, puis de justement de communiquer cette réalité-là pour qu'ils en prennent conscience, mais aussi de les émerveiller avec mes images. Il y a deux niveaux là pour moi. oui, oui, absolument. Donc, on comprend, oui, justement, que tu vas très loin, que justement, la maison d'édition aussi t'appuie. Donc, tu n'es pas du tout dans une forme d'autocensure. Est-ce que la maison d'édition, là, je ne veux pas non plus aller être indiscret, mais est-ce que parfois, justement, donc, on parle ici de l'interligne, notamment, est-ce que parfois, ils mettent un frein où ils disent, écoute, José, ton manuscrit, peut-être que est-ce que parfois ils te mettent en garde ou vraiment c'est un appui total, indéfectible, ou est-ce qu'ils te disent vas-y? De Suzanne Richard, qui est la directrice, Oui, c'est le drapeau ouvert. OK. C'est at large. Et là, je viens de soumettre un nouveau manuscrit qui parle de phalloplastie, donc l'opération pour avoir un pénis, Oui, puis elle me laisse libre. Alors moi, je sens que le créneau est là, puis je vais le prendre. oui. Parce que j'ai à parler de cette réalité-là, de cet épiderme-là. Les autres, Marie, David, Sylvie? Ben, je pense que le public est quand même prêt. Il y aura toujours un public, de toute façon, pour tout. Oui, Puis, tu sais, c'est sûr que là, il va y avoir peut-être, comme disait José, des ramifications légales là, par rapport à certaines choses. Mais ça, c'est les éditeurs et les éditrices qui vont s'en occuper. oui, Mais c'est sûr que des fois, je regarde. Bon, tu sais, comme tout, il y a comme des mouvances, puis des modes, puis tu sais, qu'est-ce qui coche des cases au Conseil des arts, puis tu sais, comme OK, oui, il y a comme dans les dernières années, on a beaucoup parlé de féminisme, puis de queer, puis de choses oui, dans cette veine-là. Fait que je pourrais comprendre. Il y aura toujours des gens qui vont dire qu'ils sont écœurés. D'ailleurs, comme j'ai fait une entrevue avec Bret Easton Ellis, là, le gars qui a écrit American Psycho. Puis lui, c'est ça oui. son truc, là. Il est comme écœuré, là. Il dit que c'est genre du politically correct, genre poussé à l'extrême, puis comme, tu sais, que là, on peut plus attaquer, on peut plus faire de jokes, tu sais, ce genre de discours-là, là. Fait Oui. Ben, que, très blanc, justement, bourgeois. Bon, puis en même temps, bon, Bret Easton Ellis est assez connu, disons, pour des prises de position de plus en plus. ouais, mais il est comme. Ben, c'est que là, il est comme rendu. En tout cas, c'est un autre sujet, là, mais Oui, c'est comme si c'est une oui, prise de position pépère rendu là, de dire ouais, vous les gays, on en parle tout le temps, c'est fini ce temps-là, c'est accepté. Tu sais, ce de genre de prise de droite, puis position-là, ouais. Oui, il y aura par toujours ça, rapport. là, le côté, bon, ça fait ghetto, ça fait, bon, les luttes, c'est terminé, les luttes légales, bon, on passe à autre chose. Alors que ce qu'on remarque, au contraire, c'est de plus en plus d'auteurs, d'autrices qui veulent dire leur vécu, définir leur rapport au monde, mais pas de n'importe quelle façon, Mais à c'est ça, c'est que partir d'un pas. standpoint queer, en fait. Puis ça fait des années, comme je disais tantôt, qu'on se tape des romans qui ne Oui, reflètent pas nos réalités. Fait que ça ne va pas se régler en 5 ans. Ah, ben là, tu sais, ça fait 5 ans qu'on en voit plus, c'est fini, là. On va retourner comme avant. Non, tu sais, ça ne va pas se passer, là. absolument pas. Je veux dire, l'histoire littéraire, on a tous un bagage, on a tous un certain background d'études. Vous le savez comme moi, Marie, David, Sylvie et José, c'est une histoire littéraire très blanche, très masculine, très hétérocentrée. Ça fait peut-être, quoi, disons, on pourrait dire 2, 3 décennies, mettons son compte avec Judith Butler, là, ça fait quand même pas si longtemps là, que ça commence à se décentrer une histoire de plus en plus où on incorpore, on réintègre et on incorpore les
femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTQ+. Donc oui, ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a de plus en plus de récits qui disent nos vies, finalement, qui les disent en des mots aussi en lesquels on se reconnaît, parce que justement, c'est extrêmement important, vu qu'il y en a eu tellement auparavant qui disaient les amours hétérosexuels, finalement. Ben, moi, je suis, pour continuer sur ce que tu dis, je suis très, j'envie, mais en même temps, je sais que c'est pas facile d'être jeune. Quand je parle jeune, je parle 10, 12 ans, quand on commence à lire des romans un peu substantiels. Euh, mais j'envie les plus jeunes maintenant parce qu'ils Oui, peuvent aller dans une librairie, dans une bibliothèque et trouver des livres où ils ont ils ont des représentations qui leur ressemblent. Moi, je me rappelle, oui, c'est vrai. quand j'avais cet âge-là, je regardais des couvertures, je fantasmais sur la couverture, j'achetais le livre et puis j'étais déçue. Parce Ben que oui. c'est pas du tout, je trouvais pas du tout. Alors, il y a un peu ça. Pour parler de la question du tabou, je pense qu'effectivement, bon, tabou, en tout cas, grande réserve par rapport aux problématiques LGBTQ, queer, de la diversité, tout ça. Je pense que effectivement, c'est presque plus là. C'est presque en train de devenir mainstream parfois, alors, plus qu'on voudrait même, parce que ça devient un peu. Mais par contre, je vois quand même encore, d'un point de vue universitaire, par exemple, quand je regarde les colloques, Oui, il y a des colloques, encore une fois, de grande littérature ouais. ben, en fait, bon, je ne vais pas la décrire, comme dit Marie, on en parle assez. Puis il y a des colloques sur la littérature queer, et si on regarde la salle, ben il n'y a pas, c'est un public aussi queer, un public, il n'y a pas cette diversité-là, finalement, parce que la diversité, on devrait pouvoir aussi rejoindre d'une façon diverse aussi le public. Alors, je pense qu'il y a encore quand même un peu de travail à faire. Puis quand je dis travail, c'est pas nécessairement qu'il faut s'acharner à le faire. Il faut juste continuer à multiplier aussi les représentations. Et ce que fait Josée, c'est superbe parce que ça ajoute à l'éventail aussi de ce qui peut être représenté. Donc, que ce soit présent aussi dans des lieux, disons que ce soit des colloques où je parlais de la collection quoi, que ce soit dans des lieux, disons, dédiés à ces questions-là, mais que ça intègre aussi des maisons d'édition, le milieu universitaire un peu plus at large aussi, tout à fait, ça, je suis tout à fait d'accord aussi, pour pas que, en quelque sorte, ça se retrouve toujours dans des lieux, disons, étiquetés, donc facilement identifiables, on peut presque les pointer du doigt, ou disons, et ça devient la portée politique, pas qu'elle est désamorcée, mais c'est que c'est comme, bon, il y a les productions, disons, queer, on en parle à tel endroit, puis le reste, ben, on parle du canon littéraire, justement des colloques où on peut parler, disons, j'ai rien contre Flaubert, là, évidemment, mais dans le sens que, bon, ou des grands auteurs de la littérature française ou québécoise, blancs, hétéros, mais il y a aussi, évidemment, autre chose. David, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Ben, je suis pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi aussi, je me suis déjà frappé à des réticences, là, des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu n'écris pas un vrai roman? Pourquoi tu n'écris pas un vrai livre qui va parler à tout le monde puis qui va décrire la réalité de tout le monde? Mais ma réponse, c'est ben, premièrement, pourquoi toi, tu n'en écris pas un vrai roman? Puis, Très deuxièmement, bonne réponse, je oui, dirais. C'est vraiment du tac au tac. Oui. oui. Et je dis, ben, l'offre est déjà là. Moi, je veux offrir autre chose. J'ai envie de faire autre chose. Et Oui. je crois que l'offre en 2020 doit être variée. Il doit en avoir pour tous les goûts, pour tous les intérêts. Et je crois que c'est important de proposer autre chose. Et il y en a tellement eu peu, je veux dire, comme je Ben sais pas oui. si tu disais ça tantôt, mais ça fait seulement 2 décennies où c'est pas. Oui. Je crois qu'on n'est pas encore rendu au bout de ce qu'on peut offrir. Absolument pas. Puis je pense aussi à des auteurs et des autrices trans aussi, où là, c'est clairement, c'est des personnes aussi qui remettent en question par leurs œuvres aussi les rapports justement au sexe, au genre, au monde aussi. Donc, Josée Clapp, Pascal Gorry-Bérubé, Gabrielle Bouliane-Tremblay,
et bien d'autres aussi. Donc là, je pense qu'il me semble là, que c'est des personnes extrêmement importantes qui contribuent à la vivacité justement de la littérature. Ce que tu Puis dis, moi, David, aussi, ça m'amènerait peut-être vers un autre point. En fait, tu parles bon, de gens qui te disaient quand est-ce que tu vas écrire un vrai roman, comme si ce que tu avais écrit, ce n'était pas des vrais romans. Là. Enfin, je vais ouais. m'abstenir de dire tout le mal que je peux penser de ces personnes, mais ça m'amène justement vers la réception, c'est-à-dire là, on a peut-être parlé justement d'écriture, bon, de production, on était, disons, en amont, oui, disons, allons du côté de Laval, en fait. Et je ne parle pas de la ville, évidemment, mais disons de la réception en tant que telle. Donc, comment, justement, ces œuvres-là de la diversité sexuelle, comment pensez-vous, en fait, qu'elles sont reçues à l'heure actuelle? Est-ce que la réception, vous la trouvez adéquate, suffisante, donc en termes non seulement qualitatifs, mais aussi quantitatifs? Alors où on remarque que justement la place réservée à la littérature dans les médias traditionnels se réduit un peu comme peau de chagrin. Est-ce que ces œuvres-là tirent leur épingle du jeu? Est-ce qu'on en parle aussi? Est-ce que l'accueil critique, justement, est de qualité? Est-ce que c'est un regard pertinent? Est-ce que vous sentez que parfois, au contraire, c'est chosifiant? On est encore avec certains préjugés? Moi, je me suis senti comme un trans de service en décembre lorsque j'ai sorti mon recueil. Donc, Ça jusqu'au paraissait sang, tellement à la mode, la saveur du mois, là. Je me tu suis veux dire senti quand tu as comme ça. sorti Morte jusqu'au sang dans le rouge à lèvres? Ouais, j'ai fait à peu près une dizaine d'entrevues en novembre-décembre, ce qui m'était jamais arrivé pour mes 8 livres précédents, OK. qui n'étaient pas aussi frontales. Et j'avais vraiment l'impression que les journalistes s'intéressaient plus à ce que j'avais dans ma culotte que ce que j'avais écrit sur les pages. Ah ouais. Donc, ce côté-là, désamorcer justement peut-être la portée politique, cet intérêt-là, on est presque dans du Ouais. sensationnalisme, pardon, Du euh, voyeurisme. au voyeurisme aussi, bon, peut-être aussi lié justement au processus de transition. D'ailleurs, j'en suis vraiment désolée aussi. C'est sûr, on veut, quand on sort un livre, on veut une visibilité, mais on ne veut pas non plus qu'elle soit n'importe comment. On ne veut pas non plus devenir justement le trans de service ou l'espèce de bête de foire un peu qu'on promène un peu comme ça devant les regards ébahis du public. Est-ce que les autres, vous avez senti ça ou est-ce que vous sentez que, disons, autre chose tout simplement, ou est-ce que c'est une dimension, la dimension sexuelle est mise de l'avant dans la critique ou est-ce qu'on cherche à la camoufler? Comment vous voyez ça? Bien, c'est sûr que, tu Ben, sais, je pense qu'on a tous et toutes eu des opportunités qui étaient reliées directement à ça, comme Oui, aujourd'hui. Puis c'est sûr que c'est vraiment... C'est sûr que c'est plate toujours se faire mettre dans une boîte juste pour ça, mais moi, je trouve qu'il y a quand même eu vraiment une bonne réception en général. Puis il y a de plus en plus aussi de canaux qu'on peut exploiter, tu sais, comme des podcasts, en plus oui. de tous les trucs traditionnels. Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes. Récemment, en googlant, j'ai trouvé une genre de classe en France qui a fait un projet artistique sur filles, puis tu sais, comme ils répondaient avec des poèmes, puis tout, puis OK. des dessins. En tout cas, je n'ai pas trop exploré, là, mais tu sais, je trouve ça le fun que ça résonne puis qu'il y ait comme plusieurs façons de répondre aux œuvres. Ouais. Absolument, c'est vrai. Puis je pense qu'avec les possibilités justement du numérique, on le voit actuellement, c'est-à-dire on est en salon du livre virtuel, en table ronde virtuelle, mais on voit que justement tout le milieu actuellement exploite de plus en plus les possibilités donc liées aux différentes applications, Zoom, Teams, etc. David, Sylvie? ben, ouais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pour avoir écrit des textes où, disons, sur la quatrième de couverture, il n'y avait pas d'allusion à Ouais, quoi que ce soit de queer, mais qu'il y avait le contenu queer. Euh, Parfois, j'ai regretté que la dimension non binaire de mes personnages ou que mon envie d'explorer des identités, des sexualités soit complètement passée sous ouais, silence dans les critiques.
C'est surtout ça. Et je pense que c'est ce que... Et j'ai été avec une sorte de nitescence amoureuse que à un moment donné, j'ai vu dans une... parce que ça parle aussi de science-fiction, j'ai eu une critique dans une revue de science-fiction et la critique a dit « Ah, mais c'est queer ce roman-là! » Et j'ai dit « Ah, mon Dieu, elle l'a vu! » et je pense que c'est pour ça que j'ai écrit mon dernier recueil, À croire que j'aime les failles, parce que je voulais le mettre dans la face du monde. Arrêtez de passer sous silence, bon, ou en tout cas, peut-être qu'il sait pas, peut-être que les gens ne passent pas sous silence, peut-être qu'ils ne le voient pas aussi. Alors, c'est ça, je me disais, j'ai l'impression qu'il faut presque avoir une étiquette queer ou une étiquette, bon, peu importe l'étiquette qu'on va avoir, mais il faut que le livre soit présenté d'une certaine façon pour que du côté de la critique, on accepte de parler de cette dimension-là. Maintenant, peut-être qu'ils vont aussi trop loin puis ils vont dans la chaudification, là, mais c'est vrai ça, que ce soit... Oui, excuse-moi, je vais te laisser terminer, excuse-moi. Non, j'ai fini. Je suis désolée. Mais c'est sûr que ce soit indiqué dans le paratexte, que ce soit clair, c'est sûr que ça aide. Là, en même temps, c'est un peu ce que Marie ou José aussi disait, José notamment, je pense qu'aussi il y a une juste balance entre, disons, le fait de passer ça complètement inaperçu, cette dimension-là, même si c'est très là dans le texte, et de tellement, disons, mettre ça à l'avant-plan que ça devient presque une forme de chosification. Ça dépend aussi de la posture du ou de la critique, en fait. S'il y a une sensibilité en partant de ces enjeux-là, sinon, ça risque de passer un peu à côté, ou s'il veut en faire une forme j'ai envie de dire, pas de cirque médiatique, mais là, vraiment de mettre ça à l'avant-plan. Et là, c'est monté un peu trop en épingle. Étant donné le temps qui nous reste, mais j'aimerais entendre David là-dessus, justement, sur l'accueil critique. Je trouve que c'est un peu une lame à deux tranchants. D'une part, oui, tu devrais mettre ça de l'avant, c'est pertinent, ça va interpeller certaines personnes et il y a certains éditeurs qui vont dire non, 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 il ne faut pas faire peur aux lecteurs, ça va décourager certains lecteurs d'acheter le livre. Fait il y a toute la question de marketing là-dedans qui rentre en ligne de compte, puis que si on n'envoie pas le livre en pleine semaine de la Pride, ben ce sera pas, ils n'en parleront pas. Fait que je trouve que, en fait, la plus belle réaction vient souvent du public. Parce que les lecteurs viennent nous voir, nous envoient des messages, puis ils nous disent merci. Merci d'avoir décrit ce que moi aussi j'ai vécu et ce que je n'ai pas trouvé nulle part ailleurs. Donc, que les gens nous écrivent comme ça pour nous dire merci, pour nous dire je me suis vu, je me suis reconnu dans ce que tu as créé. Alors, ça fait vraiment chaud au cœur et je crois qu'au final, il faut se rappeler pour qui on écrit. Et ouais. C'est pour les lecteurs, les lectrices, notamment. C'est un besoin viscéral aussi, on a besoin, mais il y a une forme de communication certainement dans l'écriture. Ce que tu dis, ça rejoint aussi ce que Sylvie disait tout à l'heure. Donc, plus jeune, par exemple, qui lisait des romans elle était, disons, intéressée par les couvertures, elle lisait les textes, puis elle était déçue parce que ça ne correspondait pas à son identité, à son désir, à son rapport au monde. Donc là, aujourd'hui, il y a des gens qui, en lisant vos textes, d'autres auteurs, autrices aussi de la diversité sexuelle, s'identifient parce que vous véhiculez justement des représentations, des discours en lesquels ils peuvent se reconnaître. Voilà, donc je pense que c'est malheureusement un peu tout le temps qu'on a pour ne pas trop, disons, étirer, disons, accaparer trop de temps et en fait au détriment d'autres activités. Donc, je remercie donc les gens qui nous écoutent, bien évidemment, mais aussi donc vous qui avez participé à la table ronde, donc Marie Darcini, Sylvie Bérard, José Claire, David Ménard, merci à vous donc de vous être prêtés au jeu de cette table ronde virtuelle. Et puis, donc, ça a été un plaisir de discuter avec vous et bonne poursuite aussi, bonne continuation dans vos projets d'écriture. Merci, Nicolas. Merci pour l'animation. Ça fait plaisir. Vraiment.